En effet, vous parlez du travail en équipe et qu'est-ce qu'on peut apporter avec la simulation, même si, bien entendu, ce n'est pas la seule façon d'apprendre à travailler en équipe. Alors, quelques petits éléments. Il faut savoir de quoi on parle, et on parle souvent de l'équipe, mais en fait, on travaille souvent en groupe. Et il faut bien distinguer le groupe et l'équipe. L'équipe, il y a un leader, les choses sont claires, il y a une bonne communication, et d'ailleurs, ce n'est pas la peine d'épiloguer là-dessus, vous savez très bien les équipes qui marchent et celles qui ne fonctionnent pas. Et on va reparler un peu pour savoir comment faire pour d'abord faire un diagnostic et après comment faire pour améliorer les choses. Et j'aime bien cet exemple. Guillaume évoquait le SCO d'Angers. Moi, j'ai ni le SCO ni le FC Nantes, mais en 98, Coupe du Monde, il y avait un bon leader, très bon esprit d'équipe. En 2010, pas de leader, catastrophe dans la communication. Les résultats, on les connaît. Ça s'améliore un petit peu en 2016. Alors, si on regarde la biblio internationale, tout le monde sait, et tout le monde sait, maintenant c'est prouvé, c'est pas discuté, que lorsqu'une équipe travaille bien, les résultats sont bons. Et on vient d'avoir un exemple typique là avec la Traumato. Mais c'est pas tout. C'est pas tout. Vous voyez que j'ai tiré cette diapo qui est déjà un petit peu ancienne, mais il y a beaucoup plus d'événements déclarés maintenant en 2016. Mais aujourd'hui, vous voyez que lors des événements indésirables graves, eh bien, les causes profondes sont liées à l'équipe dans plus du quart des cas. Dysfonctionnement d'équipe. Parmi ces dysfonctionnements, d'ailleurs, la communication joue un rôle très important. Donc ça, c'est quelque chose dont il faut vraiment avoir cette idée à l'esprit et que la notion d'équipe est véritablement essentielle. De même que cette diapo un peu compliquée, mais simplement pour vous rappeler, vous la connaissez sans doute, c'est la culture sécurité au sein de nos établissements. Cette culture sécurité concerne tout le monde, du directeur général à la SH, c'est le travail d'équipe. Le travail d'équipe, c'est la culture de sécurité dans les soins. Tout le monde, en gros, doit faire son boulot comme il faut. Et ça aussi la notion d'équipe. Alors la question est, je vais rapidement, est-ce que ça peut s'apprendre? Est-ce que ça peut s'apprendre? Bon, la réponse est oui. Alors ça commence mal, pourtant. Parce que oui, la formation qu'on a, c'est les médecins d'un côté, les infirmières de l'autre, etc. Donc on a des enseignements dissociés. Alors ça commence à évoluer, j'en dirai peut-être un mot vers la fin, mais ça c'est un point. Le deuxième point, en médecine en particulier, vous avez le concours d'entrée donc à la fin de la première année. Ce concours, il est fait évidemment, on apprend beaucoup de choses, etc., mais il n'est absolument pas fait pour apprendre la notion d'équipe. Et puis après, il y a le CN, c'est absolument pas fait pour apprendre la notion d'équipe. Alors nos chers étudiants en médecine, quand ils tombent dans des services où il y a une équipe qui fonctionne bien, où il y a un leader, où il y a une bonne communication, ils ont un bon apprentissage. Mais malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Donc, c'est ce qu'on m'a demandé de faire, de vous parler un peu de la simulation en santé, qui est évidemment passionnante, en tout cas pour moi, pour vous dire, pour ceux qui ne sont pas tout à fait au courant, que la simulation en santé, très schématiquement en 2 mots, ça comprend 3 grands chapitres, si vous voulez. Dans le premier chapitre, il est, vous voyez, à droite, ce qu'on appelle la simulation synthétique. La simulation synthétique, c'est avec des mannequins. Et on l'a vu tout à l'heure dans l'exposé de Guillaume. La simulation avec des mannequins, eh bien, on s'entraîne sur les mannequins. Et c'est la notion de jamais la première fois sur le patient. Cette notion est capitale. Aujourd'hui, on ne doit plus tolérer des gestes qui sont faits la première fois sur le patient directement. Et ça existe encore, malheureusement. Je prends toujours l'exemple de la péridurale. Mesdames, parmi vous, sûrement ont eu des péridurales. Bon, il est insupportable et inadmissible que vous ayez votre péridurale faite par un interne d'anesthésie qui n'en a jamais fait. Donc ça, c'est la simulation synthétique. Mais les exemples sont multiples. On parlait tout à l'heure de l'échographie. Bon, on a un simulateur d'échographie dans notre centre qui est extrêmement performant. Et je crois qu'il faut plus d'une demi-journée pour apprendre l'échographie. Pour la faire bien. Parce que les choses, il faut les faire bien. C'est une parenthèse, j'y pensais en écoutant le professeur Lecomte, c'est que si vous voulez valoriser un acte d'échographie, il ne faut pas que ce soit fait par un interne qui débute. C'est pas normal. Surtout si l'examen est refait après par un radiologue qui va faire payer. C'est pas normal. Donc si on a un examen payé, il faut que ça soit fait dans de bonnes conditions, par des gens compétents.
Bon, ça, c'est la simulation antique. Deuxième type de simulation, c'est la simulation dite humaine. Je ne vais pas détailler, mais c'est quelque chose qui prend beaucoup d'importance, c'est-à-dire qu'on fait appel à des acteurs qui jouent le rôle de patients. Et là, je peux vous dire que nos étudiants sont extrêmement attentifs et ils sont dedans, comme on pourrait dire, simulation d'annonce d'un cancer qu'on a commencé par exemple il y a 4-5 ans avec le docteur José Hureau. Eh bien, beaucoup de succès d'abord et ensuite, annoncer un cancer, c'est pas facile. C'est pas facile, il y a plein de choses à savoir, il y a plein de choses à anticiper. Nos jeunes internes, au départ, ont peur de prononcer le mot cancer. Eh bien, lorsqu'ils l'ont fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois, ça va beaucoup mieux. Et pour le patient, je ne prends que cet exemple, mais il y en a beaucoup d'autres. Et puis enfin, toute la simulation numérique en haut à gauche. Cette simulation numérique, elle est en pleine explosion, si je puis dire. Guillaume aussi a évoqué les Serious Games. J'étais hier avec un groupe de psychiatres. Vous savez qu'en psychiatrie, les Serious Games prennent une place de plus en plus importante, en particulier dans l'autisme et dans certaines formes de schizophrénie. Alors, en 2 mots aussi, le déroulement de séance de simulation pour ceux qui ne savent pas, mais très rapidement, le briefing est un élément extrêmement important et il va avoir son importance aussi dans la clinique de tous les jours. La séance, le débriefing, on dit toujours le débriefing c'est l'élément capital, mais je pense que briefing et débriefing sont sur le même plan. Et enfin, à droite de cette flèche, vous avez surtout, c'est la progression. La séance de simulation, on doit amener une séance de simulation réussie quand l'étudiant, l'interne, le médecin, il s'est auto-évalué et qui rentre chez lui le soir en disant « il faut que je bosse ça, je ne suis pas bon et je ne suis pas prêt à faire, il faut que je fasse mieux et plus ». C'est ça, quand vous avez réussi à faire ça, bien vous avez réussi votre séance. Alors, quelques diapos rapides. Il est démontré aujourd'hui que la simulation facilite le travail d'équipe. Encore une fois, je n'ai pas eu besoin, je ne savais pas que Guillaume montrerait cette diapositive, mais c'est sûr que devant un polytrauma, il faut avoir fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, le docteur Tala l'a aussi évoqué, et puis dans les plus grandes revues, tout ceci n'est pas faire démontrer. Aux États-Unis, puisqu'on parle souvent d'eux, on l'a vu, mais au Québec aussi, toutes les écoles les plus prestigieuses, hein, vous voyez peut-être pas sur la diapo, mais ont engagé des programmes de formation par équipe. Et arrangé, on le fait, on débute seulement, si je puis dire, enfin depuis quelques mois, chez les étudiants en médecine avec les élèves infirmières. Évidemment, ils sont absolument ravis, parce que si on prend l'exemple d'un geste tout simple, entre guillemets, qui est la ponction lombaire, eh bien, un médecin ne fait jamais une ponction lombaire tout seul. Il a toujours quelqu'un avec lui, une infirmière qui l'assiste, bien entendu. Et puis c'est vrai pour tous les gestes. Donc, et on n'apprend pas ça au départ, on l'apprend que sur le terrain. Et parfois, avec des conséquences. Alors, quels sont les facteurs de performance d'équipe? On les connaît, je rassurez-vous, je ne vais pas vous les détailler, mais il y en a quelques-uns qui sont excessivement importants. Et en particulier, vous voyez, le leadership. Le leadership s'apprend. Alors, il y a des leaderships naturels. Il y a des gens qui d'emblée, et on s'en aperçoit d'ailleurs en simulation, il y a des étudiants, sans dire d'ailleurs, lorsque le formateur se retire un petit peu, s'éloigne de façon volontaire, et il y a toujours un étudiant ou une étudiante qui prend le leadership. Tout à fait intéressant. Donc, donc vous voyez, ça s'apprend. Ça s'apprend, et il y a eu un très beau papier, là, qui est relativement récent, dans les urgences pédiatriques. Et là, je dois dire que... Alors, il y a plusieurs formes de leadership, vous savez mieux que moi, c'est dans tous les métiers pareil, hein. Je ne vais pas vous détailler, mais on a tout un topo sur le leadership, bien entendu. Mais et on apprend aussi aux jeunes étudiants, en pédiatrie en particulier, que s'ils ne sont pas habitués lors d'une histoire grave avec un enfant, si l'infirmière est plus habituée, c'est elle qui prend le leadership. Et il faut l'accepter. Combien de fois les médecins qui sont là ont peut-être fait des stages en pédiatrie, sûrement, et ils ont vu que l'infirmière d'expérience a dit « Oh, celui-là, il est gris, hein. Il n'est pas bien, il faut s'activer, quoi. » Eh bien ça, vous voyez, eh bien, si c'est un jeune interne qui est là, il faut écouter tout le monde. Et ça, vous voyez, ça fait partie des choses excessivement capitales qu'on n'apprend pas de façon formelle. Et la simulation, qui n'est pas la panacée, bien entendu, mais la simulation, c'est l'endroit où on peut apprendre tout ça. Ça évite, vous voyez, ces discussions dans les services, ou pas discussions d'ailleurs, qui sont problématiques, parce que souvent l'étudiant sort de là stressé, il n'a pas compris, il s'est fait engueuler par exemple, il n'a pas compris. Non, mais en simulation, on a le temps d'expliquer tout ça. Juste un petit mot pour vous dire qu'on n'a pas du leadership, mais il y a des choses qui sont essentielles. Briefing et débriefing.
je dis toujours en plaisantant, mais pas trop quand même, si on faisait tous les jours dans nos services briefing et débriefing, il n'y aura pas besoin de séances de simulation et de centres de simulation. Qui coûtent un certain prix quand même. Pourquoi? Et ça ne dure pas longtemps un briefing le matin. Un briefing, alors ce n'est pas les transmissions, le briefing, entendons-nous bien. Les transmissions, bien sûr, ça existe, mais souvent c'est long, etc. Et puis surtout, un point capital que ne comprennent pas certains métiers, comme le nucléaire par exemple, les transmissions sont faites métier par métier. Enfin, d'un côté, vous avez les médecins, de l'autre côté, c'est rare que les transmissions soient faites tous ensemble. Dans l'industrie nucléaire, qui font de la simulation depuis des années, eh bien, les transmissions se font avec tout le monde. Tout le monde doit entendre la même chose. Et ça, en médecine, c'est un de nos gros points faibles. Entre le briefing, il doit durer 10 minutes. Et 10 minutes, c'est rien, parce qu'on dit toujours, on n'a pas le temps, on n'a pas le temps. Non, non. Le temps, on le trouve toujours. On trouve toujours le temps de boire un petit café, d'ailleurs, on peut le faire au café, ou alors d'aller fumer une cigarette. Non, briefing, ça dure 10 minutes, et on balaie les points essentiels dans un service, au bloc opératoire, partout là où on travaille. On doit travailler en équipe. Et le débriefing, le soir, au bloc opératoire, on devrait prendre 10 minutes, un quart d'heure pour dire qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché. Or, qu'est-ce qui se passe en pratique? Les gens s'envolent comme des volées de moineaux parce que c'est vrai qu'ils ont autre chose à faire, parce que c'est vrai qu'il y a plein de choses à faire, il y a plein de soucis par ailleurs. Mais on doit trouver le temps. Ceci est absolument essentiel. Alors, je ne m'attarderai pas pour la communication, qui est évidemment très importante. L'outil SAED, allez voir l'outil SAED sur Internet, hein, un outil développé déjà depuis de nombreuses années. C'est un outil de communication qui a été développé dans les sous-marins nucléaires en particulier, mais qui est parfaitement applicable à la médecine. Et puis, simplement pour vous dire qu'il y a le programme PACT aussi, PACTE, Programme d'amélioration du continu du travail en équipe, qui a été développé par l'HAS. On a été centre expérimentateur à Angers, et il faut regarder ça. Je n'ai pas le temps de vous détailler ça, mais je pense que c'est extrêmement important. Un des derniers exemples pour ça, vous voyez, c'est l'exemple typique que je montre toujours depuis un certain temps, équipe et situation de crise, et c'est l'arrêt cardiaque. L'arrêt cardiaque, c'est quelque chose qui doit être parfaitement rodé. Et on considère que, par exemple, tous les 6 mois, toutes les équipes doivent être formées à l'arrêt cardiaque. Et vous voyez que là, par exemple, dans ce travail excellent de Gabard en 1994, il montrait que les personnes doivent être en 1, quelqu'un à la tête, en 2, l'observateur principal, etc., quelqu'un pour le massage cardiaque, quelqu'un pour préparer les médicaments, et avec des procédures dégradées, parce que le samedi soir à 23h30, vous n'êtes pas 6 ou 8 autour d'un arrêt cardiaque, vous êtes 3, maximum 4. Et bien ça, il était parfaitement démontré que lorsque chacun joue son rôle, chacun respecte le leader, chacun, etc., on se pose pour faire le point régulièrement, les résultats sont 2 fois meilleurs. Et ça, si vous voulez, on l'apprend en simulation, et il faudra l'apprendre tous les 6 mois, ce qu'on n'est pas capable de faire aujourd'hui. Vous voyez. Donc leadership, appel à l'aide précoce, communication, tout ça, ça s'apprend. Ça s'apprend, et ça ne s'apprend pas sur le terrain. Ça s'apprend en amont. Donc voilà, c'est un exemple de bloc opératoire, c'est un exemple opératoire avec Juif, simplement pour vous dire qu'ils font ça dans leur bloc opératoire, briefing, débriefing le matin, avec action d'amélioration, et ça marche. Ça marche, ils font un bilan à 3 mois, à 9 mois, etc. Dernier mot sur l'évaluation de l'équipe. À terme, nous allons être contraints, et je pense que l'HS va le faire, alors on peut dire ce qu'on veut, mais on va devoir non pas évaluer les gens à titre individuel, sauf peut-être certaines catégories, mais et tout à l'heure, on a bien vu pour la traumato, il faut évaluer l'équipe. Alors, il y a des choses qui existent, vous voyez, il y a des ABAC qui existent déjà, ça est en anglais, pardonnez-moi, c'est le team, où on évalue, on a commencé à travailler un peu là-dessus, et les résultats sont satisfaisants. En simulation, bien sûr. Il faudra le faire en vrai. Et simplement pour vous dire, et ça sera, je crois que mon avant-dernière diapo, il faut prendre modèle. Alors, je sais bien que l'aéronautique, c'est pas tout à fait comme la médecine, hein. Eux, ils ont que quelques grands types d'avions qu'ils connaissent par cœur, mais ils font énormément de simulations, bien entendu. C'est assez impressionnant d'ailleurs, mais il y a d'autres métiers. Je parlais de l'industrie nucléaire, il y a la marine marchande, etc. Et eux, ils évaluent l'équipe. Alors, cette équipe, évidemment, est plus restreinte, mais vous voyez ce que ça donne, les niveaux de notation. Et je pense qu'un jour, on va arriver à ça, j'espère assez proche. C'est-à-dire, il y aura des équipes non acceptables, très inférieures aux standards, et on a ça aujourd'hui. Et ça, pour avoir fait une petite étude non scientifique, mais aujourd'hui, on a des équipes non acceptables en termes de standards de qualité. Pourquoi? Parce qu'on parlait tout à l'heure des intérimaires. On a parlé depuis ce matin des intérimaires, l'absence de leader, etc.
Et par exemple, un des moyens, je sais qu'il y a des cadres sup ici et des cadres infirmiers dont le problème souvent ils s'arrachent les cheveux avec les plannings, mais dans certains services on ne met jamais par exemple une infirmière, 2 infirmières jeunes en même temps. C'est à haut risque voilà, d'accident. Donc il y aura les équipes non acceptables, qui existent déjà, les équipes dites acceptables, on en a beaucoup, et puis les équipes vraiment très bonnes. Et il faut travailler sur les non acceptables, ça c'est clair. Et notre devoir à nous, c'est de travailler sur ces équipes-là, de les former, d'éviter à tout prix. Je ne veux pas être trop bavard, mais un exemple me vient en tête et qui est souvent caricatural, c'est les pousse-seringues électriques. Les pousse-seringues électriques, dans la plupart des hôpitaux, il y en a, chez nous par exemple, au départ, on avait 13 types de pousse-seringues différents. Donc avec le Biomed, on a discuté, aujourd'hui on arrive à 6. Eh bien, un grand nombre de pourvoyeurs d'événements indésirables, c'est le pousse-seringue avec les jeunes infirmières qui arrivent dans le service de réa. Il y a 3 types de pousse-seringues, elles ne peuvent pas tout connaître. Donc il faut à tout prix que ça doit être pensé en amont. Voilà. Et c'est comme ça qu'on va y arriver pour faire des soins de qualité. Bon, ce diapo de conclusion, ça c'est une photo en vrai, en réa pédiatrique. Je me suis permis de prendre la photo, oui, parce qu'on ne voit pas le visage des gens. Arrêt cardiaque chez un enfant, récupéré de façon remarquable par une équipe qui était formée à la simulation. Je ne dis pas que la simulation est la panacée, mais je dis que 3 des personnes qui étaient là avaient fait régulièrement la formation arrêt cardiaque et là, il n'y avait rien à dire. Voilà, je vous remercie.